La Tronche en live. L'émission de l'esprit critique, en direct et en public, avec Vlad Tapas et Assermandax. Bonsoir Grenoble, nous sommes au festival de géopolitique de Grenoble, du coup à Grenoble, ça fait beaucoup de Grenoble mais comme ça vous savez où on est. Et donc c'est le Tronche en live numéro 60 sur géopolitique et croyances, on va parler de ça avec nos deux invités. Avant l'idée de Vlad, on va laisser la parole au directeur du festival, c'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Bissou. Et comme on va parler de géopolitique, moi j'aimerais, si vous pouviez nous, en 10 minutes, nous... comment dirais-je, déblayer un peu le terrain. C'est quoi la géopolitique pour les incultes ? Alors, la géopolitique pour les incultes. Bon, la géopolitique, d'abord, qu'est-ce que c'est pas ? C'est pas une discipline universitaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a un corpus de méthodes, de concepts, ni même d'objets, d'ailleurs, universellement définis à travers le monde. La géopolitique, c'est finalement l'approche, le questionnement qui se trouve au croisement de tout un tas de sciences sociales, l'histoire, la géographie, l'économie, la sociologie, l'ethnologie, j'en passe beaucoup. Ce qui d'ailleurs est pas toujours simple, parce que le problème c'est de faire dialoguer sur un même objet des disciplines qui d'habitude sont plutôt en silo. C'est une interrogation sur le monde et les hommes et le rapport entre les deux. Principalement, si on veut essayer de donner une définition qui n'exclut personne et qui du coup veut rien dire puisqu'elle inclut tout. La géopolitique, c'est aussi un système de croyance, il faut le dire. En tout cas, c'est la manifestation d'un système de représentation. Si vous prenez la géopolitique telle que l'écrivent les Russes, eh bien, vous obtenez quelque chose de très différent de ce que va être la géopolitique telle que l'écrivent les Américains, ou les Français, ou les Allemands, ou les Suédois, ou autres, parce que, évidemment, cette approche qui interroge les territoires et qui interroge les populations et les sociétés sur les territoires véhicule, ou en tout cas transcrit un certain nombre de représentations préétablies. Pourquoi ? Parce que son objet est complexe. Son objet est extrêmement complexe et l'interaction entre tout un tas de choses qui expliquent une situation donnée et que par conséquent, comme c'est trop complexe pour être perçu, amalgamé, intégré complètement par l'observateur, eh bien, il est obligé de se construire un schéma d'organisation qui lui permettra peut-être, seul ou en collectivité, d'agir efficacement sur ce qu'il observe. Et ce qu'il observe, ça va être un territoire, ça va être un conflit, ça va être un phénomène transnational, par exemple l'Internet, qui peut, même si ce n'est pas géographiquement tout à fait localisé, peut être un objet de géopolitique. Voilà, c'est un peu tout ça la géopolitique. Et en tout cas, la géopolitique telle qu'on essaye de la pratiquer à GEM, c'est ça, c'est une géopolitique qui est définie d'abord par son objet, et pas par la façon méthodologique dont on va l'aborder. Alors, quand vous regardez comment les Américains, par exemple, se représentent, prenons un exemple totalement au hasard et totalement neutre et pas du tout d'actualité, le Moyen-Orient, pour décider comment ils vont interagir avec cette zone, eh bien, ils vont le regarder avec une tradition intellectuelle, bien sûr, mais ils vont le regarder aussi avec tout un tas de présupposés et de croyances pour, encore une fois, recoller à notre sujet. Croyances qu'on peut définir comme étant un corpus chrétien, traditionnel, avec l'idée que voilà, le monde est sur une trajectoire historique de progrès, qu'il y a des bons et des méchants, qu'il y a ce genre de choses. Si vous prenez le monde chinois qui pense le monde différemment, quand il va écrire sa géopolitique, et il va l'écrire avec une volonté de l'écrire de manière pragmatique, scientifique et efficace, attention, pas comme quelque chose d'évanescent, eh bien, il va nécessairement, quelque part, se glisser des concepts comme la Chine est au centre du monde, donc le Moyen-Orient, c'est un peu la périphérie, ce qui va dire que les priorités ne sont pas nécessairement les mêmes, que la vérité d'un moment au Moyen-Orient ne sera pas forcément la vérité d'un autre moment, et puis que les vérités qu'on peut appliquer au Moyen-Orient ne sont pas forcément applicables à d'autres. Parce que, par exemple, l'esprit cartésien européen ne fera pas du tout et essaiera d'établir des règles valables là comme ailleurs, en tout temps, pour essayer de construire une science. Donc il y a plein de croyances là derrière. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas valable, ce qui veut dire que pour faire une géopolitique valable, il faut avoir conscience de ces systèmes de croyances pour, entre guillemets, d'une part, les désamorcer autant que faire se peut, et puis surtout admettre que d'autres puissent en avoir d'autres, tout aussi valides et tout aussi bien construits que celui qu'on a.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne sais pas si j'ai pas déjà perdu le public en cours de route, Je sais pas non plus. mais vous en pensez quoi en gros de tout ça? Bah, on va développer avec les gens qui savent, parce que nous, on est les outsiders de la question, on n'y connaît rien. En tout cas, je vous remercie de l'invitation, parce que c'est pas un sujet sur lequel spontanément on se serait dirigé. Ça fait peur, la géopolitique. Alors, je laisse la parole. Donc, merci Monsieur Bissou de nous accueillir ici et d'avoir introduit l'émission. Je filme le micro à mon collègue Vlad Tapas qui va introduire le sujet tel que nous on le voit. Donc évidemment, il y aura peut-être des bêtises, il faudra nous reprendre. Éditorial de qualité supérieure. Depuis 4 milliards et 543 millions d'années, la planète Terre existe, orbite, révolutionne et abrite des kyrielles d'espèces vivantes dans d'innombrables écosystèmes sans jamais avoir eu besoin d'un géopoliticien pour gérer les opérations. Le monde s'occupe de lui-même tout seul depuis tout ce temps, et l'espèce humaine a fondé des civilisations, des cultures, des langages, sans jamais vraiment savoir ce qu'elle faisait au moment où elle le faisait. Aujourd'hui, nous préférons connaître les conséquences de nos décisions, de manière à éviter les catastrophes qui ont essaimé l'histoire brouillonne de notre espèce tumultueuse. Guerre, épidémie, révolte, famine ou grève de la SNCF dans le pire des cas. Cette maîtrise du futur à laquelle nous aspirons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour le bien-être général et même pour le bien des écosystèmes, nous ne l'obtiendrons qu'en appliquant des méthodes qui permettent d'évaluer la fiabilité des outils qui prédisent les marchés financiers, les tendances politiques, les dynamiques sociales, l'évolution des ressources, de leur disponibilité et leur correspondance avec les besoins et les aspirations. C'est un petit peu compliqué, évidemment. L'avenir des humains présents dans cette pièce ou devant leur écran ne dépend pas que d'eux-mêmes, mais aussi en grande partie de décisions prises par des responsables politiques et financiers un peu partout dans le monde. Nos destins sont liés et on devra faire avec. Le bon côté des choses est que le bonheur personnel de nos dirigeants est globalement corrélé au bonheur général plus qu'à leur portefeuille individuel. Le problème est qu'on peut se demander s'ils le savent. Mais s'ils le savent, et si nous sommes dirigés par des individus pleinement rationnels et au moins un peu éthiques, alors les outils de la géopolitique qui permettent de prédire les conséquences des grandes décisions aboutiront à un monde plus juste, plus heureux, mieux administré. Ça, c'est dans l'idéal, en supposant que nos dirigeants et nous-mêmes soyons toujours rationnels, que nous fassions les choix optimaux aux moments opportuns, que nous soyons informés et que nous comprenions les enjeux de nos choix. Mais en réalité, nous sommes des singes, à peine raisonnables la moitié du temps, impatients, impulsifs, désordonnés et incorrigibles. Comme la reine d'Alice au Pays des Merveilles, il nous arrive, avant même l'heure du petit déjeuner, de croire jusqu'à 6 choses impossibles. Et ces croyances façonnent le monde réel presque aussi sûrement que si elles étaient possibles. Il faut donc probablement en tenir compte. Nous allons demander ce soir à 2 chercheurs de nous dire si l'on doit tenir compte des croyances pour expliquer le monde et comment le faire si cela doit être fait. D'abord, il faudrait s'assurer que nous sommes bien renseignés sur ce que nous croyons les uns et les autres. Le thème du Festival de géopolitique de Grenoble cette année, ce sont les États-Unis. Et on imagine sans peine que les croyances des gens là-bas ne sont pas sans conséquences sur la vie de beaucoup de monde sur la planète. Mais qu'en est-il des nôtres ? Est-on bon juge de ses propres croyances? Nous allons essayer de mettre de l'ordre dans ces idées avec nos invités Michel Miely et Ludovic Jeanne. Bonsoir. Merci Vlad. Alors, je vous donne le micro directement parce que je ne vais pas dire qui vous êtes. Je vais vous laisser vous présenter quelle est votre discipline, quelles sont vos thématiques de recherche, très vite pour que les gens sachent d'où vous parlez. Et comme on n'aura qu'une heure d'émission, on va aller directement dans le sujet juste après. Donc, Madame Miely, bonjour, qui êtes-vous? Oui, bonjour. Donc, Michel Miely, je suis enseignante-chercheuse ici à Grenoble École de Management. Je suis américaine, anthropologue de formation. Je travaille sur l'interculturalité, sur la diversité, les mouvements, les mobilités des populations et des carrières. Et beaucoup de travail aussi sur tout ce qui est altérité. Donc, très contente d'être là et pour explorer ces questions de croyance ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Ludovic Jeanne, merci de votre invitation. Donc moi, je suis géographe de formation, géographie sociale et géographie politique. Et on aura peut-être l'occasion de parler des subtils distinguos entre géographie politique et géopolitique. Donc j'enseigne la géographie sociale appliquée au développement territorial à l'école de management de Normandie,
la méthodologie de la recherche et la géopolitique dans un cours que j'ai justement réintitulé Géographie politique et géopolitique. Et puis côté recherche, j'ai également, fut un temps, beaucoup travaillé sur les questions interculturelles. Et là, je me suis concentré sur la question, entre guillemets, du terrorisme islamiste, et notamment de ce terrorisme vu comme risque territorial, comme risque de proximité, en tant que risque perçu, construit par les différents acteurs sur nos territoires. Voilà. D'accord, donc des sujets qui, vus de l'extérieur, ne sont pas toujours très clairs. Donc comme le thème c'est les États-Unis, on va partir un peu de là pour parler un peu des croyances que ces Américains, États-Uniens, auraient ou n'auraient pas, et notamment sur qu'est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils savent ce qu'ils croient, et après on aura nous qu'est-ce qu'on croit et est-ce qu'on sait qu'on croit ce qu'on croit. Voilà. Oui, et juste pour les questions, comme on est en direct, il y a le hashtag TENL pour tranche en live. Pour poser vos questions, et on a l'équipe avec Morgane et Lucky et Guillaume qu'on peut applaudir. C'est bien. Non. Bon. Si. Il faut remonter les questions jusqu'à Vled qui prendra la parole de temps en temps pour dire voilà, dans le chat il s'est passé ça, de manière à ce que cette émission interactive soit vraiment interactive. Et puis on essaie d'avoir le temps à la fin d'avoir des questions du public. Si jamais on n'a pas le temps vu que l'émission est courte, on restera dans les parages, vous pourrez nous interpeller, enfin surtout les invités. Alors, le postulat de base, vu d'un Français, c'est qu'aux États-Unis, ils sont tous croyants. Est-ce qu'on peut partir de là ? Est-ce qu'on peut partir de là pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Et si c'est vrai ou faux, qu'est-ce que ça implique ? Intéressant. Postulat de base, effectivement, que croient les Américains ? Les lieux où il n'y aura pas des gens qui croient, c'est souvent des campus universitaires, des lieux où l'académie a une emprise sur la possibilité de penser en dehors d'une croyance ou d'une appartenance religieuse. La vraie question, c'est, comme le postulat de base, en général, est on croit, la séparation de l'Église et l'État aux États-Unis est basée sur une autre idée qui est la pluralité ou le pluralisme religieux. Donc il y a une séparation de l'Église et de l'État, mais c'est sur l'idée que l'État ne doit pas favoriser une Église en particulier, sinon favoriser la diffusion de beaucoup de religions différentes. Mais il n'est jamais question de se demander si Dieu est mort, si Dieu n'existe pas. Donc ça, c'est une chose. Autre chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les Américains, à partir de là, croient dans beaucoup de choses qui sont intéressantes pour un Français, notamment que l'avarice est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que si on regarde, et c'est Adam Smith qui nous a renforcés dans cette croyance. Donc c'est à partir des lumières qu'on a pu aller vers. J'exagère quand je dis l'avarice, mais quelque part, effectivement, les fondements des États-Unis, on parle des lumières écossais et cette idée de la notion de l'accumulation et de pouvoir montrer l'accumulation matérielle pour montrer qu'on est effectivement une personne éthique vient de la Réformation et une version calviniste de la Réformation qui nous montre qu'effectivement, pour montrer qu'on a travaillé, et travailler est une bonne chose, on est moral quand on travaille, il faut avoir des preuves. Les preuves, c'est les choses qu'on a, des objets. Et quand on a ces objets, on va, par exemple, dire on a le minimum nécessaire pour notre confort, selon Adam Smith. Plus tard, on va réinvestir les dividendes de notre activité dans l'activité de l'entreprise, dans notre activité économique pour créer encore plus de richesse. Et donc la richesse devient une chose très morale. Donc déjà à la base, travailler est une façon de créer la rédemption nécessaire pour aller jusqu'au paradis, selon la conception calviniste, mais aussi avoir des choses et pouvoir les réinvestir dans le bien-être pour les autres matériels est aussi une chose très morale et très éthique. Et donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qu'on peut débattre ce soir sur les croyances religieuses, mais effectivement, on n'est pas passé par les mêmes étapes au XVIIIe siècle. Donc si on compare, nous, on a plutôt une culture où c'est un petit peu honteux d'accumuler plein d'argent. C'est ça ? Par chez nous, oui. Avoir beaucoup d'argent, c'est mal vu, alors que de leur côté, c'est une preuve de moralité. Complètement. D'accord. Et effectivement,
Enfin, je veux dire aussi, c'est une question entre les catholiques et les protestants. Donc, on va aussi voir ces lignes-là. Et je dirais que dans la tradition catholique, il fallait se taper sur le... Enfin, je veux dire, c'est Adam Smith qui a libéré cette honte d'accumulation, cette honte de C'est vrai que richesse. la honte de l'accumulation, on la voit au Vatican. Il n'y a pas du tout d'argent, Exactement. il n'y a pas du tout d'ostentation. C'est Complètement. étonnant. Oui, On est d'accord. d'accord. Bon. On va dire La logique en n'est pas tout cas, totalement. Oui. c'est dans la Bible que c'est plutôt rentré dans l'œil d'une aiguille. Le chat de l'aiguille. Le chat d'une aiguille, un homme riche aura autant de facilité à rentrer dans le paradis que rentrer dans le chat d'une aiguille. Tout pour un chameau. Donc, ouais. Et à partir de là, il y a toujours eu cette interprétation de, il faut par exemple, jusqu'au capitalisme qui s'est vraiment développé, il fallait toujours que c'est un péché la richesse, il fallait payer rétribution à l'Église, il fallait toujours cette notion de devoir à l'Église. Si on est riche, on est honteux, on est des pécheurs. D'accord. Et c'est Adam Smith qui a libéré ça, qui a dit non, c'est une bonne chose. C'est Mais à partir de là. Dans la relation du pouvoir, peut-être Ludwig-Jeanne, entre parce que nous, on a en France l'idée qu'on a réussi à séparer l'État et l'Église. C'est un des fondements il me semble, hein, vous me corrigez parce que je veux dire des erreurs, c'est un des fondements de ce que c'est que la France à l'heure actuelle, c'est qu'on a séparé l'Église et l'État et donc on est un pays laïque et on n'a pas l'impression que ça se soit passé de la même manière chez les Américains en particulier. Ah ben, ça s'est pas passé du tout de la même manière parce que à la base déjà il y a des intentions qui sont très différentes. Par exemple, si vous prenez, puisque vous l'évoquez, la loi de 1905. La loi de 1905, elle garantit la liberté absolue de conscience. Elle ne garantit pas la liberté de religion. Elle garantit la liberté absolue de conscience, ce qui inclut la liberté évidemment de croyances religieuses, mais qui inclut aussi de n'y pas croire ou de changer de croyance. Donc déjà, on part d'un postulat, d'une idée. Alors on part, faut bien, là aussi on n'a pas le temps, mais il faudrait remettre tout ça, comme a commencé à le faire Michel, dans une perspective historique. C'est-à-dire que le tournant de 1905 en France, il faudrait aussi le contextualiser de toute l'histoire antérieure et de toutes les luttes politiques, philosophiques qui l'ont préparé. Enfin. Oui. Bon, il y a aussi, alors oui, bonne allusion, c'est-à-dire que il faut bien comprendre aussi que les Américains, par définition, ne sont pas en Europe. C'est-à-dire que, oui, Parce que là, j'aime quand je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ne fait pas partie de leur histoire, de leur mémoire sensible immédiate, la mémoire des guerres de religion. Or, les guerres de religion qui ont émaillé, alors en particulier l'Allemagne, l'Angleterre, la France, ça a marqué directement les institutions. Hein, alors que comment dire, l'histoire religieuse américaine, elle s'est construite autrement. Bien sûr que ça fait partie de l'histoire puisque ce sont des migrants européens, mais il faut bien comprendre que ça a été très prégnant et que c'est sur le territoire européen que s'est joué l'affrontement, y compris sanglant, entre les catholiques, les réformés et d'autres tendances. Bon. Ce qui a amené à des croyances ou à des conceptions très différentes selon les pays, selon les époques. Certains considérant qu'il faut jouer la carte de la liberté de religion, d'autres finalement aboutissent à la conclusion qu'il faut jouer la liberté de conscience, mais donc aboutissent à des choses très différentes. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait qu'il faut distinguer et articuler religion et croyance. C'est-à-dire qu'évidemment, la religion est une affaire de croyance, mais pas que. Et il n'y a pas que en matière religieuse qu'il y a des croyances. C'est-à-dire que le phénomène de croyance est un phénomène qui est beaucoup plus large dans la vie sociale et dans la vie politique. Et finalement, les religions, ce sont des outils intéressants pour le meilleur et souvent pour le pire, parce que effectivement, c'est là où il y a une densité de croyances, si je puis dire, un poids du phénomène de croyance, qui est un phénomène sociologique, socio-psychologique, qui est intéressant, en particulier pour les pouvoirs à certains moments. D'accord, je ne pensais pas que la phrase allait s'arrêter si vite. Donc on a évoqué l'idée avec Michel Milly que l'athéisme aux États-Unis, il était localisé donc dans les universités. Donc vu de nous, on a l'impression qu'ils sont tous croyants et puis qu'il y a à part des chercheurs qu'on connaît bien parce qu'ils parlent de ça. Et comment se passe ? Est-ce que sociologiquement, il n'y a pas une nouvelle génération qui a un rapport différent avec la religion ? Est-ce qu'il y a une sociologie ? Est-ce qu'il faut être diplômé pour prendre du recul par rapport à ça ? Et est-ce qu'il y a une géographie aussi de ça ? Enfin, mais là, bon,
très vite, parce que non, on pourrait passer 5 heures Non, c'est sûr. à en parler. Il y a un phénomène géographique, c'est sûr. Les côtes, les deux côtes sont plus urbanisées et surtout avec plus d'échanges. Et donc, les centres urbains, il n'y a pas que les universitaires. Hein. Dans les grands centres urbains, il y a un phénomène de plus de démocrates. On sait qu'il y a des grands États aussi, plus de population. Donc, il y a New York, Californie, qui forment les États qui ont le plus de votes démocrates. Mais aussi, on regarde un autre État qui a beaucoup de votants, et c'est les républicains. Au Texas, par exemple, où il y a une grande population. Mais effectivement, il y a un effet démographique qui fait que les côtes ont souvent plus de gens qui questionnent la religion et qui veulent la séparation. Donc, notamment à San Francisco, il y a eu beaucoup de cas de la Cour suprême sur de sortir la religion de l'école. C'est sorti souvent de ces villes, San Francisco, hein, on va dire. Vraiment, c'est très localisé. C'est pas que sur les campus universitaires. Mais effectivement, les universitaires américains se réclament les progressistes du pays qui, eux, ont pu participer, par exemple, au New Deal de Roosevelt, au mouvement de droits civiques. Donc, ils se réclament aussi cette importance aussi. Aujourd'hui, ils trouvent qu'il manque d'agence ou de pouvoir, effectivement, dans ces questions politiques actuelles. Mais juste pour revenir sur la question avant, donc, pour dire, est-ce que les Américains, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas croyants? C'est difficile parce que toute personne qui arrive, il trouve une pléthore d'églises. Donc, il y a même des églises qui sont pour des gens très progressistes, qui sont des Unitarian Church, par exemple. Et par exemple, ils prêchent plutôt une sorte d'altruisme sans Dieu, sans parler c'est une forme de, comment dire, de façon communautaire de travailler sur des questions éthiques de société ou politiques. Donc c'est très politisé, certaines églises. Ils n'ont pas la même fonction dans la vie sociale. L'église aux États-Unis est un lieu hyper intéressant. Il y a des murs d'escalade dans les églises. Il y a des groupes de rock qui jouent dans les églises. Les églises sont fun. Hein? Pursuit of happiness. Hein? On n'a pas trop de murs d'escalade. Non. C'est pas, enfin, sauf quand on veut fuir, quoi. Mais c'est pas, tu vois, pardon, non, mais je échelles. respecte, hein, mais c'est vrai que c'est pas très fun. Mais au-delà de la croyance dans la religion, parce que on a commencé là-dessus, mais en fait, les croyances, il n'y a pas que ça. Et il y avait notamment, en préparant l'émission, je crois que c'est Ludovic qui avait évoqué l'idée qu'il y avait un biais très différent entre comment les gens se représentent eux-mêmes dans le monde, entre les Américains et les Français, avec un biais pour l'action ou un biais pour autre chose. Est-ce qu'on peut partir là-dessus pour montrer un peu qu'il y a ces croyances que voilà, autant être croyant en Dieu, on s'en rend compte qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Autant là, peut-être qu'on peut croire sans savoir qu'on croit. Oui, absolument. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le phénomène de croyance, qui est encore une fois un phénomène sociologique, est un phénomène qui irrigue toutes les dimensions de la vie sociale, donc y compris la géopolitique. Et si on devait parler de croyance ou de représentation géopolitique, eh bien, comment est-ce que les uns et les autres se représentent le monde? Et évidemment, l'histoire, là aussi, pèse extrêmement lourd dans la manière dont les uns et les autres nous participons des croyances dominantes en matière géopolitique dans nos pays respectifs. Par exemple, puisque géographe, je vais prendre des exemples liés à la géographie. Si on prend le cas des États-Unis, les Européens sont très surpris quand ils arrivent aux États-Unis parce qu'ils découvrent des espaces vastes. Ils ont l'impression que tout s'est construit, tout continue de se construire, comme si on ne pouvait jamais manquer d'espace. Bon, ce qui est extrêmement différent de beaucoup d'autres lieux, que ce soit l'Europe ou encore plus de manière tranchée, le Japon. Nous sommes à Grenoble, où vraiment c'est pas très, et même les couloirs sont étroits, hein, oui. On s'est rendu compte. Mais comparé au Japon, par exemple, c'est encore encore très large, hein, on est encore vachement à l'aise là. Hein, c'est bon. Par contre, donc pourquoi? Mais quand on regarde la manière dont l'espace américain s'est construit, c'est un espace qui s'est construit par dilatation continue pendant des décennies. Et non seulement par dilatation continue, mais en plus, c'est sans doute le seul État au monde qui s'est construit, en tout cas autant, par achat de son territoire. Bon. Donc le territoire, c'est un truc qu'on peut acheter, qu'on peut monnayer, qu'on peut dilater, qu'on peut agrandir, et qui semble ne jamais devoir s'arrêter au demeurant. La Louisiane appartenait à la couronne française? Oui.
Oui, la Louisiane, la Louisiane fut française. La Louisiane, on a vendu ça pas cher en plus. Je crois. Non, bah de toute façon, quand on vend de tel patrimoine, c'est jamais cher par rapport à ce que ça représente sur le long terme. Bon. Vous prenez maintenant du côté français le poids de l'histoire sur la manière dont nous voyons et dont nous croyons que le monde fonctionne ou devrait fonctionner en matière géopolitique. Bon, je vais la faire très très brève, mais Louis XIV, le roi Soleil, ben, il suffit de rayonner. Et ça, c'est une des croyances géopolitiques les plus typiquement françaises. La croyance dans le fait qu'il suffit de faire des trucs tellement exceptionnels que les autres le verront. Et donc, il n'y a rien à faire. L'exception Et française. Non, l'excellence française. L'excellence plutôt. Voilà, française. plutôt l'excellence française. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement bon que les autres vont le voir, quoi. Et donc, quelque part, ça mène à une forme d'inaction aussi. Je dirais pas de paresse, mais en tout cas d'inaction. Parce que l'ingénieur qui sort le truc génial de son labo et de son cerveau, ou du cerveau d'un groupe d'ingénieurs, il se dit, bah ouais, il suffit de le montrer, ça va se voir que c'est génial. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça fonctionne dans notre monde d'aujourd'hui encore moins comme ça que par le passé. Tant qu'on était entre Français ou gens connaissant suffisamment bien les Français, encore je ne le dis pas, mais dans notre monde non globalisé, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Maintenant, et les anglo-saxons il faut faire savoir maintenant. Oui, et puis les anglo-saxons qui, eux, sont très tournés vers l'influence, les relations d'influence. C'est d'ailleurs, enfin, moi j'ai l'occasion de l'enseigner, il y a des milieux où c'est vraiment difficile de faire comprendre la différence entre rayonnement et influence. Et notamment, une des meilleures manières, c'est justement de les amener à saisir le fait que il y a une attitude qui est plutôt une attitude inactive et une autre qui est une attitude active et d'engagement dans la relation avec l'autre. Alors, il y a des histoires célèbres là-dessus, hein, comme par exemple les JO de Londres. Comment est-ce que Londres a eu les JO ? C'est relativement simple, hein, c'est qu'ils ont mis en place une machine infernale d'influence et de lobbying. Et puis en France, dans les bureaux, dans les ministères, on répondait à des gens qui posaient des questions. « Oh, vous savez comment ça va se passer ? Jacques Chirac va appeler le CIO et Paris aura les Jeux Olympiques. » On a vu comment ça a fini. C'est vraiment tellement dommage qu'on ne les ait pas eus. Ce n'était que partie remise. Voilà, du coup on les aura quand même. Voilà. Et on est d'ailleurs très heureux. Voilà. Je déborde de joie. Tout cet argent dépensé à des fins vraiment très utiles. Mais les Jeux Olympiques et la géopolitique, c'est une grosse affaire de croyance. Hein. Et ben voilà. Donc on y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Je suis olympiste. Hein, je sais pas comment. Bon. Et donc du coup, on aurait donc ce biais donc chez les Français par rapport aux Américains, donc plutôt, on a dit, vers la ruse. Il y aurait dans les stratégies françaises, je ne sais pas si vous voulez en parler, Michel, et du coup, ça s'est concrétisé, parce que sur le terrain, sur le théâtre des opérations, comme on dit, il y a quand même eu des affaires ces dernières années. On a eu l'Irak, attends, il y a la Syrie, mais du coup, moi, l'Irak, j'ai compris un peu, la Syrie, je comprends rien. Du coup, on pourra peut-être y revenir. Voilà, il y a un point pivot où ces deux stratégies, à un moment donné, sont rentrées en collision, d'une certaine manière. Est-ce que vous voulez nous parler de cette ruse française, qui serait une stratégie française, et des conséquences qu'on a eues sur... Parce que j'aimerais que la parole circule, mais du coup, alors, plus que la ruse, c'est le goût immodéré quand même que nous avons pour l'astuce. Ah, l'astuce, c'est ça, pardon. Pour l'astuce. Il y a l'expression franco-française qui est intraduisible et dans n'importe quelle autre langue, d'ailleurs, pas seulement vers l'anglais, qui est le système D. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin, on fait avec ce qu'on a. D'ailleurs, vous voyez, ils se marrent tous parce qu'ils voient très bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Voilà, le système D, c'est-à-dire qu'à la fin, on improvise, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est un peu notre fond de... Enfin, on fait comme ça. C'est que, voilà, c'est ça. Ouais, donc vous êtes très... On est très français. Voilà. Ah bah, c'est voilà. bien. Bon. Voilà. Et alors là, pour le coup, on voit aussi comment ça se concrétise sur le terrain, y compris sur le terrain des opérations. C'est-à-dire que les Américains, y compris de hauts officiers américains, ont été scotchés de voir la manière dont les Français, avec comparativement la pauvreté et leurs difficultés matérielles, comment ils ont réussi à mener l'opération Serval et aujourd'hui l'opération Barkhane dans le Sahel. Donc Serval, c'était au Mali. Mali. Voilà. Où effectivement nos forces ont souvent intérêt de recourir à cette gloire nationale qu'est le système D. Parce que si elles attendent d'avoir... On est un pays pauvre, c'est ça que vous me dites. Non, c'est pas ça, c'est que... On n'était pas au courant en fait. C'est qu'on est tellement habitué à se débrouiller, à trouver des solutions et à faire avec ce qu'on a, que tout fonctionne sur cette base-là.
Donc- alors qu'aux États-Unis, je veux dire, le matériel, il est vérifié, il doit être en état de fonctionnement. Enfin, je veux dire, il y a un niveau d'exigence par rapport à ça qui est beaucoup plus élevé. Il y a un niveau d'exigence pour faire la guerre. La guerre américaine coûte beaucoup plus cher en fait. Nous, achetez français, parce que du coup, votre guerre coûtera moins cher, c'est ça, non? Non, mais vu de loin, ça fait bizarre ce que vous dites. C'est ça que je veux dire. Je veux vraiment souligner que l'idée que... Parce que le budget de la défense française, j'ai pas les chiffres, mais c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable, mais c'est Donc, absolument c'est- pas comparable au budget américain non plus. D'accord. C'est absolument Mais incomparable. Du coup, ça ne peut pas avoir la même prétention. C'est-à-dire qu'on est un peu prétentieux par rapport à notre budget. C'est ça qu'on dit. Non, c'est pas qu'on est. Enfin, on est peut-être parfois un peu prétentieux, ou en tout cas, on espère au-dessus de nos moyens. Et on vise parfois sans doute au-dessus de nos moyens. Mais comme voilà, on a moins de moyens que la puissance qui aujourd'hui reste absolument incomparable en termes de ressources que la puissance américaine, eh bien de toute façon on fait avec. Bon, on n'a pas les fonds. Bon, comment est-ce qu'on fait pour faire ce qu'on veut faire en n'ayant pas ces fonds et pas ces matériels ou pas aussi vite. Enfin voilà. Et à l'arrivée, ce qui est étonnant, c'est que eh bien, la France arrive. Évidemment, la France n'est pas une superpuissance. C'est très clair, c'est une évidence. Même si Vous allez vexer Monsieur Villepin. oui, je vais vexer sans Qui doute n'est pas plein de là, gens, mais donc on peut le faire. voilà. Mais 66 millions de Français avec leurs moyens, qui arrivent à rester une puissance avec laquelle il faut compter et qui est capable de mener des opérations et qui est capable comme de défendre un minimum ses intérêts, c'est déjà pas si mal. C'est même dans le monde aujourd'hui assez remarquable. Donc bon, c'est réconfortant. Voilà, on n'est pas si mal. Oui, moi, je rajouterais que les Français se sous-vendent systématiquement aussi. Hein. Donc, On se souvent. oui, sous-vendent. Vous vous sous-vendez, vous vous sous-représentez systématiquement. Donc, les Américains, bon, ils ont le matériel, c'est sûr. Donc, c'est intéressant parce que si vous regardez l'hôpital, l'université, l'école publique, par rapport aux Américains, il n'y a rien au niveau matériel. Mais vous arrivez quand même. Et ça, c'est intéressant. Mais par contre, vous êtes les derniers donc, la ruse, c'est intéressant parce que la ruse vient d'Ulysse, en fait. De l'Odysseus, en fait. C'est l'idée de pouvoir se débrouiller avec le minimum et toujours s'en sortir. Et non seulement vous avez ça, mais quand vous êtes face aux Américains, vous sous-vendez votre capacité à le faire. Donc je crois qu'il y a des croyances sur la bienséance et la représentation de ses propres capacités. Donc vous valez plus que ce que vous pensez, chers amis. Et nous aussi peut-être, hein, on est les premiers, on n'arrête pas de se déprécier. Mais du coup, en 5 minutes, ça va être très dur. Du coup, en termes de conséquences, la géopolitique, c'est quand même l'idée qu'il y a des grands enjeux, des grandes puissances qui sont au touche à touche, enfin voilà, qui veulent que leur influence aille sur le terrain pour bénéficier à leurs économies ou quoi qu'est-ce. Et on a eu l'Irak à un moment donné. Avec des stratégies très différentes. Et du coup, on a eu ce clash où la France a longtemps été l'allié très, très proche, a suivi les Américains, et là ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est lié à des croyances d'un côté et de l'autre? Et est-ce que quand ça s'est fait, ils savaient que c'était pour des croyances ou pas? Moi, je dirais juste une chose, parce que j'étais aux États-Unis à ce moment-là, quand il y avait l'histoire des Freedom Fries, et on prenait le vin français, on le jetait par terre. Les French Fries devenus les Freedom Fries. Freedom Fries et tout ça. Donc, c'était hyper intéressant, parce que je pense que la croyance, c'était que la France était notre ami, mais la croyance de George Bush, c'était si vous n'êtes pas notre ami, vous êtes contre nous. Et c'est cet unilatéralisme ou cette notion qui est très intéressante, qu'on retrouve aussi au niveau sociologique dans la famille. Comment est-ce qu'on montre une dispute au niveau public? Donc ça, en sociologie, on a étudié ça en disant, quand il y a un désaccord d'un couple français en public, et on arrive à le faire devant tout le monde, on peut montrer qu'on est un couple solide, parce qu'on peut s'engueuler devant tout le monde. Les Américains, c'est justement l'inverse. C'est si on s'engueule devant tout le monde, il y a un problème, il y a une faiblesse, donc on ne va pas le montrer publiquement. Et donc, je pense que pour le président à l'époque, donc Bush, il disait, mais Chirac, c'est pas notre copain, parce qu'on ne peut pas être en désaccord en public. Et c'était exactement cette croyance-là qu'on trouve au niveau micro, qu'on a trouvé au niveau macro à ce moment-là. Je me rends compte qu'on est vraiment très français dans l'équipe. Hein. On passe notre temps à s'engueuler en public. Et vous voyez, c'est là que... ne râle pas, Guillaume. Hein. Passe ce ton avec moi. Hein. Et on verra ça à la maison. Et on s'en rend pas compte que ça paraît naturel. Peut-être que ça peut choquer des gens, mais en effet, cette idée que puisqu'on se permet
de dire les choses comme ça, de manière un peu vive en public, c'est parce que justement, on sait que c'est sain comme relation. Et donc, il n'y a pas du tout cette idée-là en Amérique. Bah, regardez, par exemple, le harcèlement sexuel. Je dirais que ici, attendez. Alors, je n'ai pas harcelé sexuellement mes collègues. Non. Pas trop, Guillaume. J'arrête maintenant, j'arrête. Mais juste très, très rapidement, parce que c'est un grand sujet, mais c'est lié à ça aussi. C'est-à-dire que publiquement, il y a des comportements qu'on a dû contrôler parce que les Américains, comme il y a beaucoup de choses qui sont effectivement, selon nos croyances, sur la bienséance avec le genre opposé, très restrictives au travail, il n'y a pas de nature, c'est pas possible la drague naturelle aujourd'hui, depuis un certain temps. Mais comme ça se passait comme ça, quand il y avait des moments de détente, par exemple les happy hour le vendredi soir, il y avait des comportements extrêmes, mais extrêmement vulgaires et extrêmement choquants par rapport au français, il ne comprendrait pas. Et par contre, le français, il va pouvoir exprimer des choses de façon un peu plus libre, historiquement, dans la vie quotidienne, ce qui fait qu'il ne va pas avoir besoin de boire pour montrer des choses qui sont pour lui de sa nature humaine et voilà, libidinale. Et donc ça, c'est effectivement, on a eu besoin de lois aux États-Unis parce que les comportements étaient tellement excessifs que c'était vraiment extrêmement répréhensible. Avec le binge drinking, c'est ça? Par exemple, ou même juste boire trop. Et le deuxième verre, déjà, les gens se désinhibent à un point qui est impressionnant par rapport à un Français ou à un pays latin. Donc on retrouve ça dans les pays effectivement protestants. Vous voulez enchaîner? Oui, mais ça ne va pas être facile. Oui. on parlait de l'Irak. On parlait de l'Irak, donc je reviens sur l'Irak alors. On va faire ça. Je fais ça? On fait ça. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut rappeler, en fait, dont tout le monde a connaissance, mais qu'il faut se remémorer. C'est avant l'affaire d'Irak, il y a eu évidemment la guerre d'Afghanistan et elle-même issue des événements du 11 septembre. Et là, déjà, on a tout de suite vu comment les croyances et les différences de croyances étaient activées par ces événements dramatiques. Rappelez-vous, si je me souviens bien, janvier 2002, le discours de George W. Bush sur l'axe du mal. C'est un truc pour des Français, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut, comme ça, du jour au lendemain, diviser le monde en deux d'une manière absolument manichéenne? Il y a le blanc, il y a le noir, il n'y a absolument rien entre deux. Et en plus, à l'époque, alors ça n'a sans doute pas paru évident à absolument tous les Français, mais à certains, je pense, en plus, à l'époque, en mettant dans cette affaire d'axe du mal des affaires qui n'étaient pas en cause. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la Corée du Nord, axe du mal, l'Iran, axe du mal, l'Irak, axe du mal. Donc en termes de vision du monde, de diplomatie, etc., il y avait vraiment là déjà une rupture dans la manière d'appréhender la réaction post-11 septembre. Alors c'est vrai que la position n'était pas du tout la même non plus. Je veux dire, c'était les États-Unis qui étaient victimes de cet attentat. Mais quand même, c'est un mode de réaction qui a sans doute paru énorme, je pense, à beaucoup de Français. Quoi. Qui sent plus la théologie que la politique. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, apparemment, on parle d'axe du mal. Je veux dire, je pense qu'en anglais, je pense que c'est très clair. Les termes utilisés sont très clairs. Hein. Donc là, on était déjà dans quelque chose qui peut vite, en tout cas dans certains milieux, dériver vers un messianisme, une mission divine, la nécessité de se battre contre le diable, contre le mal absolu. Et voilà, et je veux dire, c'est l'archange Saint-Michel, puisque je suis normand, donc il faut bien que je parle de Saint-Michel, mais terrassant le dragon, etc. Quoi. Enfin, il y a toute une imagerie chrétienne derrière qui fait que, oui, un discours sur l'axe du mal, dans des milieux vraiment, on va dire, ultra conservateurs et très christianisés, oui, ça parle. Mais est-ce que ça a parlé à l'ensemble des Américains? Dans quelle mesure? Parce que nous, en France, moi je me rappelle, ça a choqué beaucoup. Ouais. Et du coup, on est Chirac qui s'est désengagé peut-être pour ça. Peut-être que c'est parce que il y avait. C'est mon hypothèse. Hein. C'est que ce type de discours fait que ça facilite le fait de se détacher. Mais est-ce que aux États-Unis, parler d'axe du mal, ça passait facilement ou est-ce que quand même Ça dépend. Non, je vais dire que vraiment l'hyperpolarisation politique des États-Unis a commencé vraiment sous Bush. Et donc, si on regarde les statistiques, c'est très clair. C'est que la polarisation existe depuis les années 70 entre ces deux partis et que
ça a commencé à se creuser sous Bush et maintenant, c'est la guerre civile. C'est-à-dire que les familles, il y a des membres de famille qui ne se parlent plus, il y a des couples qui se sont brisés à cause de ça. Et c'est la même chose en Angleterre pour Brexit. Mais aux États-Unis, ça a commencé sous Bush. Donc les Américains n'étaient pas d'accord. Par contre, je suis complètement d'accord que la notion de bien et du mal et cette opposition du bien et du mal, manichéenne, judéo-chrétienne, on va le retrouver dans Marvel Comics, on va le retrouver dans beaucoup de nos héros je traduis les comics Marvel. Les super-héros, quoi. Voilà, et on va dire que dans les pays occidentaux, on aime ça. On aime dans les pays... Enfin, tout le monde aime, mais les Américains, ils le prennent au sérieux. Donc, certains. Donc, c'était le début de ce côté très manichéen, ce côté très, on va dire, monolithique d'être notre ennemi ou notre ami. Et l'axe du mal, effectivement, Reagan l'a dit aussi. Hein. Reagan a dit, il a parlé c'est Bush, je crois qu'il a recopié un speech justement de Reagan quand il parlait de l'Iran. Donc, je pense que c'était pas par hasard, c'était pas innocent. Effectivement, mais ça a parlé à la droite chrétienne, ça a parlé à cette... parce que pour revenir à la question précédente, ce qui surprend les sociologues aujourd'hui aux États-Unis, ils ne comprennent pas la croissance religieuse et ils disent, mais dans tous les pays qui sont plus industrialisés, plus riches et plus éduqués, la religiosité a tendance à baisser, sauf aux États-Unis. Donc cette anomalie, ils ne comprennent pas. Et donc il y a plein de façons d'essayer de comprendre. Il y a des choses très intéressantes qui sont écrites dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça ce qui trouble les philosophes aux États-Unis, les intellectuels publics. Ils disent, ça c'est quelque chose, on ne comprend pas pourquoi ça continue à monter. Il y a des explications. Alors, c'est possible de... on les veut maintenant. Parce que là, vous nous avez teasé à mort. Donc du coup, par rapport au planning, là, on passe à la partie 2. Ça va être totalement indolore, vu que ça va être dans la continuité. Donc, mais j'aimerais bien que... je vous laisse embrayer, mais peut-être y revenir. Comment on explique, en effet, que... Normalement, quand la technologie avance, que la science progresse, il y a un détachement du religieux, de manière générale. Les gens peuvent continuer à croire, mais il y a moins d'implication dans les rites, il y a moins d'influence aussi du pouvoir religieux, comme on va dire, du pouvoir de l'Église, quoi. Et pas aux États-Unis. Et donc, ça reste mystérieux. Et ça m'intéresse qu'on oui, alors, mais en fait, je pense que l'idée que le progrès technique, économique engage mécaniquement une forme de réduction de la religiosité dans la société, c'est une croyance très européenne. Parce que historiquement, c'est pas vrai du tout. Alors d'abord, dans le monde occidental, il y a l'anomalie américaine, mais plus largement, il y a un autre cas qui est intéressant, alors qui est très différent en termes culturels et anthropologie, mais qui est le cas japonais. Au Japon, on a un niveau de développement qui est évidemment parfaitement comparable à nos démocraties dites occidentales. Il n'en reste pas moins que le rapport au religieux, alors il s'est transformé, il a muté, comme d'ailleurs il a muté aussi aux États-Unis et dans nos sociétés. Mais comment dire, les croyances religieuses, les convictions religieuses, les pratiques religieuses traditionnelles au Japon n'ont pas été rayées de la carte avec le développement du Japon, et rayées de la vie avec le développement du Japon après-guerre. Donc ça, c'est une croyance chez nous. En fait, l'évolution séculaire, ou nous, Français, on dirait laïque d'une société, elle est beaucoup plus liée à des processus sociaux et à des luttes politiques et philosophiques, plus qu'aux standards matériels d'évolution de la société. Il se trouve que historiquement, il y a eu à peu près, c'est notamment le cas en France, à peu près une co-occurrence historique entre les deux phénomènes. Donc ça nous a sans doute laissé penser que l'un avec l'autre. On aime bien voir des causes, des liens. Mais oui, mais de la même manière que les Américains étaient convaincus, je vais y arriver, convaincus que la libéralisation économique en Chine générerait mécaniquement la libéralisation politique. Bon, on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Xi Jinping. C'est dur de faire des expériences qui prévoient sur c'est le problème de la géopolitique, c'est qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas mettre la Chine en laboratoire, puis voir ce que ça va donner. C'est compliqué. Alors, je voulais revenir tout à l'heure à propos de l'Irak, sur le non-engagement de Chirac et de la France. Alors, il serait dû à quoi et pourquoi? Parce que, du coup, mon sentiment, c'est que les Français
du coup, étaient solidaires de leur président sur ce coup-ci. Oui, j'ai C'est un tendance sentiment, à penser. subjectif, j'ai l'impression. J'ai tendance à penser ça aussi. Donc, Mais en fait, explique ça l'attitude de Chirac est plus liée, en l'occurrence, à une absence de croyance qu'à une croyance particulière. C'est-à-dire que pour comprendre l'attitude de Chirac, et je pense que beaucoup d'autres hommes politiques ou femmes politiques français, on peut espérer, mais en tout cas de responsables politiques français, auraient pris à peu près la même décision. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir sur le volet... Je crois que Sarkozy avait dit qu'il y serait allé. Oui, mais Sarkozy, la preuve, il est même allé en Libye. Donc, quand j'ai un contre-exemple, je le glisse. Mais j'ai dit beaucoup, j'ai pas dit tous. D'accord. Donc si on repart du côté américain, il y avait quand même cette croyance et cette volonté aussi de diffusion de croyances de la part de certains milieux néoconservateurs que l'Amérique avait une telle puissance qu'elle était capable de réorganiser un État, de le reformater, et à travers le reformatage de cet État, de réorganiser de manière volontaire et de manière contrôlée toute une région du monde. Bon, ça apparaît dans certains écrits de certains think tanks de néoconservateurs de l'époque. Bon. Alors, quelles que puissent être les raisons, y compris des raisons très intéressées de la part de certains décideurs américains, de provoquer la guerre d'Irak, alors sur des bases qu'on sait aujourd'hui être absolument fausses, il n'en reste pas moins qu'il y avait quand même cette croyance dans toute une partie, des dirigeants américains, cette croyance qu'on peut le faire, que c'est faisable, qu'au niveau de connaissances, de puissance qu'on a atteint, on est capable de faire quelque chose comme ça. Et en face, il y a un Chirac qui sans doute se dit, j'y étais pas, donc je suppose, mais qui sans doute se dit au moins deux choses. La première, c'est que ses services de renseignement lui confirment qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive en Irak, donc il sait que l'administration Bush ment. Et deuxièmement, je pense qu'il est convaincu dès le départ que ça va générer un désordre et un effondrement de l'État irakien qui sera préjudiciable à toute la région et d'une manière générale à la sécurité internationale. Et donc il refuse de suivre les Américains, là-dessus. Et donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hybris américain dans cette idée que on peut agir et redessiner le monde et du coup, c'est un petit peu, quand moi j'entends géopolitique, et peut-être que d'autres sont comme moi, c'est ça qu'on voit. On se dit, c'est des gens qui entre eux décident de comment on va faire en sorte que le monde soit comme ça dans 20 ou 30 ans. Et là, ils se sont plantés, quand même, j'ai l'impression. Complètement. Mais je pense que, de toute façon, c'est la même chose qui se passe en Afghanistan. C'est intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses du modèle impérialiste européen, quand même. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc je crois qu'effectivement, les Américains, ils ont un pragmatisme et aussi une sorte de croyance dans leur capacité à vaincre le mal et ce qu'ils définissent comme le mal. Et donc effectivement, c'était populaire pour certains il y a une orientation action. Par contre, si on revient, par exemple, si on regarde la France, je pensais à une croyance qui est très forte, qu'on va retrouver partout, c'est les droits universels. L'idée qu'on peut rayonner à travers les droits de l'homme dans le monde et avoir cette croyance qu'on pourra apporter de la lumière, par exemple, dans les endroits comme Algérie 1830 ou en Afrique. Et on s'est retrouvés tous, les Américains, les Anglais, les Français, à partager le Moyen-Orient avec la ligne Sykes-Picot et le pipeline qui allait du nord vers le sud. Et effectivement, ces croyances-là, on retrouve les croyances impérialistes très différentes et divergentes. Les Américains, c'est la destinée manifeste. C'était ma question de l'après. Ouais. Les Français, ce serait les droits universels qui doivent rayonner dans le monde. La culture, donc, etc. L'idée, c'est que il y aurait un peuple élu, quoi, dans la manière dont les États-Unis gendarmes du monde. Enfin voilà, mais c'est peut-être une croyance que nous on a. Dans quelle mesure ces concepts qu'on calque sur la manière dont on pense que les Américains se pensent, est-ce que c'est vrai? Et quelles conséquences ça a sur la manière dont ils perçoivent, comment on les perçoit? C'est ce que je veux dire. Ouais. Parce que d'un seul coup, ils se rendent compte que les Français qui étaient leurs potes, d'un seul coup, ils ne sont pas totalement alignés, donc du coup, il y a un décalage. Est-ce qu'il y a quand même des nuances dans le revisionnement? Il n'y a pas que les gentils et les méchants. Est-ce qu'il y a une place pour la nuance dans la manière dont, à part Bush, qui est un peu peut-être limité, mais est-ce que les autres voient les nuances? Alors, je pense que vous pouvez couper la ligne sur les Français entre démocrates et républicains, c'est très clair.
les démocrates, ils aiment le vin, ils sont francophiles, ils émulent le système social et ils essaient d'utiliser. La France est modèle pour les démocrates. Et après, sur les républicains, ils sont plus héritiers d'une perception des Français qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, du French bashing qu'on va retrouver dans la presse anglaise, on va le retrouver sur les sites web des républicains. Et donc, ils n'étaient pas surpris. Ils ont dit encore les Français, on ne peut pas compter sur eux. Déjà, regardez ce que De Gaulle nous a fait après avec le plan Marshall, etc. Ils sont dégueulasses, ils ne respectent pas. Donc, voilà, sur les lignes démocrates-républicains, on va trouver des pour ou anti-français. Après, l'idée d'être le gendarme du monde, je crois que beaucoup de gens, jusque-là, jusqu'à Bush, je crois qu'ils croyaient vraiment qu'on était là pour apporter effectivement la démocratie, la lumière. Mais je pense que je reviens parce que Ludovic a parlé de l'influence et de la vente d'influence. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup plus cynique parce que à partir des années 80, l'influence des lobbies américains est allée vers l'extérieur de plus en plus. Ils ont vendu l'influence dans d'autres pays comme l'Ukraine ou comme au Moyen-Orient. Et donc les lobbies américains qui étaient un produit purement domestique, ils se sont exportés sur d'autres pays vers d'autres gouvernements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces problèmes, par exemple, avec la Russie, qui a eu une influence dans nos élections. C'est lié à... On leur a donné les armes d'influence qu'ils ont retravaillées contre nous. Donc, complexe. Donc, les lobbies privés, au final, deviennent des instruments contre les États qui les ont fait naître. C'est ça ? Exactement. Parce que ça, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, le problème de la Russie et de son influence, c'est que nous, on a énormément influencé le cours des choses, par exemple, en Ukraine, grâce aux lobbyistes américains, comme Paul Manafort, qui est aujourd'hui en difficulté juridique aux États-Unis. Mais bon, du coup, l'Ukraine n'était pas dans le programme initial. Non. On va peut-être pas trop, parce que déjà, c'est trop compliqué. On peut rester sur parce qu'il y a quand même une filiation Irak, printemps arabe, Syrie. Oui. Que moi, je ne comprends pas très bien. Mais visiblement, ça n'a pas été prévu, tout ça. Ce qui se passe à l'heure actuelle, sauf si c'est des génies, et on peut en douter, parce que c'est quand même des singes comme nous, ce qui se passe à l'heure actuelle est la conséquence plus ou moins directe, d'ailleurs c'est une question, est-ce que c'est plus ou moins direct, de décisions américaines et françaises et européennes sur le théâtre irakien, et dans quelle mesure, si c'était prévu ou pas, quoi. Peut-être que ma question n'est pas pertinente. Peut-être qu'il faut poser une autre. Non, si, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait un lien généalogique entre l'Irak et les printemps arabes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les deux processus sont entrés en collision en Syrie. Que d'un côté, il y a eu, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et beaucoup d'autres, mais pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qu'il y a eu cette décision d'intervenir en Irak envers et contre tout bon sens et toute rationalité. D'ailleurs, vous évoquez au tout début de l'émission la notion de rationalité. Il ne suffit pas d'être rationnel, encore faut-il être raisonnable. Et en la matière, il faut reconnaître que nos décideurs ne sont pas toujours très raisonnables, même s'ils ont une rationalité qui leur est très particulière. Donc, il y a cette intervention en Irak qui provoque un désordre considérable dans un pays, qui est l'Irak. Alors, non seulement du fait de l'intervention, mais en fait, double peine. C'est-à-dire que non seulement il y a l'intervention, donc avec tout ce que ça suppose de destruction et de stress et de désorganisation d'un État. Mais en plus, Bremer va prendre des décisions, avec évidemment l'aval de la Maison-Blanche, va prendre des décisions désastreuses. On parle de qui ? Le premier gouverneur, alors c'est pas gouverneur, je ne me rappelle plus le terme exact, le premier responsable d'administration américaine en Irak après la fin de la guerre. Bon. Et l'une des premières décisions de l'administration Bremer en Irak, ça va être effectivement de mettre complètement sur la touche les sunnites qui dirigeaient le pays. Et Bremer, d'ailleurs, on l'a vu récemment dans un documentaire, continue de penser que c'est ce qu'il fallait faire. On voit le résultat, c'est-à-dire les sunnites minorités, minorité, mais minorité qui dirigeaient et tenaient le pays aussi bien en termes au niveau de l'armée, au niveau de l'État, au niveau évidemment du chef de l'État. Bon. Donc du jour au lendemain, on met par terre une organisation
quels qu'en soient les défauts et les difficultés. Organisation d'ailleurs héritée de l'époque coloniale et des pratiques et des tactiques d'organisation administrative des empires coloniaux. Et on s'étonne que ce soit un désordre incontrôlable. Donc on a d'abord ce désordre, cette désorganisation totale d'un territoire, l'Irak. Et puis je pense qu'au contraire, les prétendants arabes, on ne les a pas vus venir. Alors, ça dépend qui, évidemment, il faut toujours être plus précis parce qu'on utilise des terminologies très globalisantes, les Américains, les Français, enfin c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Mais par exemple, dans le cas tunisien, il y avait toute une partie des spécialistes diplomates français qui disaient la société tunisienne va très mal, ça va mal se passer. Il va se passer quelque chose. Évidemment, ils ne disaient pas dans le mar de café, donc ils n'étaient pas capables de dire où, quand, quoi, mais ils disaient il va se passer quelque chose, que ça va vraiment trop mal. D'ailleurs, on lance un appel aux astrologues. Voilà. Bonne idée. À un moment donné, voilà, prévoyez ce genre de choses, c'est utile. Et donc, une fois que ce mouvement s'est engagé, avec les effets évidemment de propagation qu'on connaît, eh bien, les deux processus se sont effectivement rencontrés en Syrie, c'est-à-dire printemps arabe en Syrie, avec les réactions qu'on connaît du pouvoir syrien, et puis des mauvaises décisions, notamment de la part des Occidentaux, et en particulier d'Obama, qui mènent à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au tout début de l'affaire syrienne, il n'est pas question de Daesh, et il n'y a pas de Russes en Syrie. Oui. Ça a changé, quoi. Mais on m'a mis un panneau comme quoi il restait 5 minutes. Je pense qu'il reste un quart d'heure en fait. On m'a dit 30. Ah, mais on a trop de trucs à faire, donc les questions elles ne sont pas dans la vidéo. On les fera entre nous. Parce que donc, on a, et c'est un beau sujet, on a des conséquences avec à l'heure actuelle des attentats un peu partout qui se réclament du conflit syrien qui s'exporterait. Et quand on est français, donc là je m'intéresse plutôt au côté français, on se demande dans quelle mesure les décisions prises chez nous ont réellement eu un impact qui justifierait qu'il y ait un retour de bâton. Dans quelle mesure est-ce qu'on mesure bien l'impact international de ce qui se passe chez nous, y compris les décisions internes par rapport au j'oublie le nom, l'interdiction, pas du tchador, mais j'oublie le nom, du voile, etc. Est-ce que ces décisions-là sont vraiment perçues à l'extérieur et peuvent conduire des actions terroristes ou autres, des mouvements par rapport à ce qu'on perçoit de notre croyance à nous? Les causalités ne sont pas aussi directes, à mon avis. Évidemment, tout ça comment dire, les postures françaises par rapport aux religieux et à la religion dans la vie sociale et dans la vie publique, évidemment, tout ça, c'est du matériau idéal pour des organisations djihadistes type Al-Qaïda ou État islamique. Évidemment, c'est du matériau. Mais que ce soit du matériau, ça ne veut pas dire que c'est d'une cause. Ce sont deux choses tout à fait différentes. C'est un alibi, peut-être. Et là-dessus, il faut lire les travaux de différents chercheurs américains, français, d'autres qui ont été menés et qui montrent bien que l'émergence de l'État islamique, c'est quelque chose qui vient de relativement loin, qui vient au moins du milieu des années 2000, en termes d'idées, en termes de conception stratégique et tactique. Et même plus loin, je dirais d'une manière générale, les approches extrêmes, on va dire, de l'islam, elles ont une histoire qui est multiséculaire. Donc tout ça, on ne peut pas faire des rapports comme ça, les Français ont fait une frappe, donc du coup il y a des attentats, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, le fait évidemment qu'ils fassent une frappe, quoi qu'on pense du caractère judicieux et légitime de la frappe, évidemment ça produit un matériau qui renforce le discours des organisations djihadistes et de leur volonté de réaliser leurs projets. Mais dans quelle mesure ce qui se passe chez nous est perçu en dehors? C'est ça, en termes d'influence, la France voudrait rayonner, mais parfois on rayonne avec ce qui n'est pas le plus glorieux. Peut-être qu'il y a des choses qui sont perçues au Moyen-Orient ou ailleurs, ou aux États-Unis, de ce qui se passe chez nous, et on n'a pas conscience que ça diffuse. Par exemple. Charlie Hebdo, oui, par exemple. Où, effectivement, je ne sais pas, c'est vrai que c'est difficile. J'ai entendu un des terroristes syriens qui disait que l'Europe est le ventre mou du monde. Oui, et donc, cette notion de la France était quand même ciblée comme un endroit idéal pour une frappe. Mais après, je pense que quand même, l'histoire de la voile en France, c'est sûr que ça a radicalisé à l'intérieur.
Après, est-ce que ça a exporté plus de jeunes qui étaient radicalisés? Je sais pas de statistiques. Mais je pense que quand même, il y a des choses spectaculaires. Charlie Hebdo, c'était vraiment de mettre le doigt sur quelque chose. Alors après, on n'en parle plus maintenant. Mais je pense que ça a eu un impact à un moment donné. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui sont détenus, qui sont français aussi, qui sont actuellement en Turquie ou dans des détentions, des prisons. Donc voilà. Ça pourrait avoir comme point de départ Charlie Hebdo, le fait qu'on ait beaucoup parlé de ça. Le fait qu'il soit parti là-bas. Oui. Je pense en tout cas, les Américains ont beaucoup parlé des zones, par exemple, dans les banlieues françaises qui sont no-go pour les polices. On en a à Fox News. Avec des cartes de la France complètement... voilà. Grenoble qui était à Lyon, Lyon qui était en Allemagne, c'était étonnant. Hein. Complètement. C'est la géographie ils veulent originer américaine. même la France. On a réorganisé la carte. Ouais. Mais du coup, vous avez dit un mot de guerre civile tout à l'heure pour les États-Unis. Et on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais en France, vous avez évoqué le fait qu'il y a une radicalisation aussi qui se produit. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les tensions très fortes qui se font aux États-Unis et le fait qu'en France et en Europe, on a une extrême droite qui devient beaucoup plus forte qu'il y a quelques temps? On ne pensait pas que ça pourrait arriver comme ça. Est-ce que le parallèle a du sens dans les tensions qui se créent? On a vu que notre ami Steve Bannon est venu rencontrer le Front National. Donc, je crois qu'il y a des parallèles à faire. Et je pense qu'effectivement, ils sont... si on regarde les memes, les mèmes, comment on dit les memes? Les mèmes. Même Internet, c'est les mèmes qui circulent. Qui sont transmis de façon virale. Les mèmes étaient utilisés pour les 2 élections. Est-ce que c'était ce qu'on appelle les fermes de mèmes qui sont dans les pays de l'Est, qui ont créé du fake news, des fausses nouvelles? Ou est-ce que c'est vraiment ces jeunes utilisateurs sur 4chan et Reddit et toutes ces plateformes qui effectivement se retrouvent dans une sorte de alternative right, la droite alternative? Je crois qu'il y a quand même des parallèles à faire aujourd'hui. Un mouvement de jeunes néofascistes. D'accord, donc il y a une dynamique qui se ressemble. Est-ce que c'est pour la même raison? Je pense que c'est pour les mêmes raisons. Je crois qu'il y a vraiment, à la base, on est dans une logique néolibérale qui fait que la classe moyenne, aux États-Unis, elle est détruite. En France, elle est moins détruite. Elle est beaucoup plus protégée, mais pour combien de temps? Et c'est ça la peur. Et aux États-Unis, les gens, ils ont vu stagner leur salaire pendant 30 ans, 40 ans. La classe moyenne, aujourd'hui, aux États-Unis, elle est à bout. Donc, effectivement, elle n'est pas protégée. En France, elle l'est, mais pour combien de temps? Pas si bien que ça à cause des problèmes d'emploi et d'économie. Donc, je pense qu'ils ont les mêmes bases. Et les problèmes de base sont économiques, mais on a été mené à focaliser toute l'attention sur des questions identitaires, des questions qui ne sont pas économiques. C'est une sorte de diversion liée au néolibéralisme qui nous a complètement amené sur une fausse route. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est dans ces guerres d'identité sur Internet. En gros, ça va mal. J'ai envie de vous poser une question extrêmement vexante. Vous servez à quoi? À un moment donné, vous faites le constat. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions que vous pouvez proposer? Est-ce que votre discipline peut servir à quelque chose pour qu'on évite d'aller dans le mur? Parce que là c'est inquiétant ce qu'on voit. Complètement. Aux États-Unis. Dans le monde. Partout, oui. Alors oui, par exemple, là, je pense que c'est très important. Quand il y a une telle division dans des populations, je crois qu'il y a vraiment urgence d'arrêter, par exemple, d'aller sur les médias sociaux et de participer. Bah oui, mais nous, on a besoin que les gens viennent sur les médias sociaux. Donc... Ouais. C'est le problème. N'allez plus ailleurs, venez quand que chez nous. Quand vous cliquez sur like ou quand vous cliquez simplement pour voir ce que fait un Trump ou une Marine Le Pen ou quelqu'un de l'autre côté, parce qu'on ne sait pas de quel côté vous êtes en train de soutenir parce qu'eux, ils ont une réduction sur leur coût de publicité, par exemple. Ouais. Donc, en fait, on est en train de soutenir les clics égales des sous. Donc, ça, c'est un problème déjà. Cliquez chez nous, mais... mais autrement, je vais dire, et je pense que Ludovic serait d'accord, il y a vraiment un sens civique à travailler et à dire, on a le devoir de parler avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Et c'est difficile dans l'académie, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers des organismes qui vont pousser la conversation. Donc, aux États-Unis, il y a un organisme que j'aime beaucoup qui s'appelle betterangels.org. Et ils obligent les conversations à avoir lieu entre ces gens opposés. Parce qu'aujourd'hui, et je crois que c'est le problème, justement, c'est que les deux camps voient l'autre comme désillusionné, complètement naïf. Et du coup, il n'y a plus de discours possible. Et effectivement, il va falloir sortir
trouver le moyen d'avoir une sorte d'effort à travers des communautés au lieu de juste parler. Donc, je pense que chacun dans son travail peut trouver un moyen de faire attention de ne pas rentrer dans une sorte de chambre à écho où on est dans un univers extrêmement homogénéisé, où on parle qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous. Et c'est très difficile sur les médias sociaux. Et ça fait partie des choses qu'on préconise aussi, le fait de ne pas être dans des bulles de filtre où on s'enferme, parce que du coup, et de ne pas supprimer la parole de l'autre. Parce que si on n'entend pas ce que l'autre qui pense différemment pense, bah, on n'a pas d'argument pour le contrer. Donc du coup, on va voir et du coup, on voit arriver ces forces politiques qu'on n'avait pas vu venir. Et en fait, elles pèsent beaucoup, mais personne ne les écoute parce que... Enfin voilà. Alors, je dis des bêtises, mais... À quoi on sert? Corrigez-moi. Voilà. À quoi on servez, sert, monsieur Jeanne, s'il vous plaît? Je me pose la question tous les matins, ou presque, et pas en me rasant. Et d'abord, tous ont produit des travaux. Donc on a à un moment donné une certaine compréhension de certains processus. Et pour qu'on serve à quelque chose, il faudrait déjà qu'on nous pose des questions. Mais je vous pose la question. Non, mais pas vous. Je pense aux décideurs. Ah oui. Il faudrait déjà qu'on s'intéresse à ce que les chercheurs en général font et produisent comme travaux. Je trouve effrayant de voir le degré auquel la machine politique, et médiatique aussi, mais la machine politique d'abord, la machine à décision politique, tourne sans jamais se préoccuper, ou presque, de ce que disent les travaux des chercheurs dans tous les domaines, dans ceux qui nous intéressent comme dans beaucoup d'autres. Je ne pourrais pas. J'ai envie de vous serrer les pompes, là, parce que c'est exactement ce qu'on dit. C'est déjà fait, ouais. Ce ne sera pas nécessaire Voilà. aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a une idée, moi, qui je pense est très très importante. C'est que dans une démocratie, il est très difficile d'imaginer, et je recoupe ce que vient de dire Michel, il est très difficile d'espérer vivre avec des gens qui pensent exactement comme nous. Donc face à ça, il y a deux solutions. Ou bien on s'organise pour vivre chacun chez soi, ou bien on accepte de débattre, de discuter, d'échanger des idées de manière contradictoire, en constatant éventuellement les désaccords. Mais à la fin, si on veut effectivement vivre ensemble, il faut bien accepter des compromis. Et des compromis, ce n'est pas une compromission dans la vie politique. Et donc, il faut absolument dévaloriser systématiquement les attitudes qui poussent à la surenchère, à l'affrontement. Parce qu'on est dans des systèmes, et moi je pense que, alors aux États-Unis, je pense que la situation est plus dramatique qu'en France, mais c'est quand même ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que dans tout débat, et notamment dans les débats politiques, le but unique, c'est de chercher à prévaloir sur l'autre. Ce n'est pas une issue dans un débat démocratique. Ce n'est pas une issue. Parce qu'à la fin, il va bien falloir réussir à faire vivre tout le monde ensemble. Donc il va bien falloir trouver de toute façon un terrain d'entente minimal. Sinon, on s'arme tous et puis on verra qui reste à la fin. C'est d'avoir des sièges. C'est pas de. Comment ? Leur but, c'est pas que ça aille mieux. Enfin, pardon, je vais faire mon cynique. Non, mais là, on peut soupçonner que leur but, ce soit juste d'être élu. Non, mais je vous parle pour justement. Ça, il faut que l'autre soit bien. Il faut rabaisser l'autre pour être élu. Comment vous voulez qu'il fasse autrement ? Mais pour autant que les électeurs acceptent de voter dans un jeu politique qui fonctionne comme ça. Donc il ne faut plus voter. Donc non, il faut voter, mais il faut que là, Michel parlait d'attitude civique. Il faut dévaloriser systématiquement, à commencer par l'échelon local, l'échelon micro, toutes les attitudes justement qui ont un but en fin de compte d'extrémisation du rapport de force, de l'affrontement, qui fait qu'à un moment donné, on ne trouvera pas de terrain d'entente. Et c'est compliqué parce que nos intuitions nous poussent à aimer les conflits et à catégoriser les gens. Oui, puis à être sûr d'avoir toujours raison. Bah, moi, je sais, parce que j'ai raison. Mais, donc là c'est la fin. C'est encore un sujet autre qu'on aurait pu aborder. Et dans croyances, il y a beaucoup de choses. Dans tout ce qu'on a fait, on parlait bien des croyances, mais il y a plein de facettes. Et alors, pardon, pour les questions, on n'aura pas le temps, mais nos invités seront là, vous pourrez les questionner. Moi, j'ai une question pour finir. À chacun d'entre vous, sauf si Vlad veut me faire remonter quelque chose voilà. Vlad va prendre la parole pour faire remonter une remarque ou une question du chat. Enfin, du chat de Twitter, puisqu'on n'a pas de chat aujourd'hui. Quelqu'un qui demande: cette thèse des politiques identitaires comme moyen de détourner l'attention des dégâts d'un néolibéralisme débridé me semble dépassée. Ces idéologies prolifèrent dans des pays comme la Suisse ou en Scandinavie, où pourtant les classes moyennes souffrent beaucoup moins. D'accord. Alors, peut-être c'est démodé. C'était une question d'Ariane, qui est dans la salle en plus. D'accord. Alors, moi, je vais dire ce que je pense là-dessus. Je pense que tout simplement, quand on regarde les États-Unis, on voit que
ce qui nous a amené à la situation actuelle, c'est qu'on a été, les gens ont été muselés par rapport à ce qu'ils pouvaient dire. Et c'est qui dictait ce qu'on pouvait dire par le politiquement correct? C'était les personnes dans l'académie qui se disaient progressistes. Et c'est une forme de conservatisme qui a beaucoup nuit aux États-Unis parce que du coup, on ne s'est pas occupé de comment est-ce qu'on va pouvoir s'acheter un logement? Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une université qui est un bon investissement parce qu'on va pouvoir rembourser la dette des études? Comment est-ce qu'on va avoir un système de santé qui n'est pas cassé, qui marche? Comment est-ce qu'on va réformer les droits sur le lobbying et sur le financement des campagnes? Donc toutes ces grandes questions, on les a ignorées pour plutôt s'occuper de tout ce qui est le droit de certaines minorités qui sont très importantes. Mais plus on a reconnu le droit de certaines minorités, et là je vais avoir l'air d'être une conservatrice réactionnaire, mais plus on a fait ça, plus on est rentré dans un tunnel de non-retour, un cul-de-sac, parce que chaque fois, il y avait d'autres réclamations à venir. Et donc, ça nous fragmente plutôt que nous. Donc, le problème du politiquement correct et de la politique identitaire actuelle qu'on vit, c'est que les libéraux, les gens de gauche aux États-Unis n'arrivent pas à s'en sortir. Ils se sont mis dans une sorte de piège. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est prévisible qu'après, il y a quelqu'un qui dit les gens qui ne sont pas éduqués, la classe moyenne ouvrière en a marre qu'on leur dicte comment est-ce qu'ils doivent parler, quelles sont leurs manières. Et il y aura quelqu'un qui arrivera qui dira là, je vais ramener à la mode le sexisme ordinaire. Je vais ramener à la mode le racisme ouvert. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Donc, en gros, la rhétorique et la logique de la gauche qui a voulu segmenter tous les droits des uns et des autres, qui voulait reconnaître, à savonner la pente à celui qui a un discours simpliste en fait. Bah oui. En étant trop compliqué. Bah, Ouais. effectivement, il n'y a pas une réponse simple, mais plus on a avancé, parce que plus un groupe réclame, un groupe avec une certaine identité minoritaire qui réclame des droits, plus elle est reconnue, plus ce groupe est reconnu. Le moment de la reconnaissance arrivé, elle se rend compte que ce sera jamais assez. C'est jamais fini la lutte. La lutte ouvrière n'est jamais finie en France, par exemple. Les luttes ne sont jamais terminées. Bon, je vais laisser Ludovic, il avait quelque chose à dire. Oui, non, sur cette question-là, oui, il y a la question de la différence, c'est-à-dire que nos discours et nos représentations ont évolué dans une direction qui est tout à fait préoccupante. C'est-à-dire que on dit la diversité c'est bien, mais en fait, ce qui se cache derrière la diversité c'est bien, c'est toute différence est acceptable. A priori, toute différence ouvre un droit à la reconnaissance de cette différence, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux parce qu'on ne peut pas construire une société sur cette base-là. On a que 2 minutes, c'est pas sympa de lancer un truc pareil maintenant parce que là on va s'en sortir. C'est très simple, si on prend tout le monde dans la salle, on va trouver des tas de différences entre chaque individu ici présent. Oui. À la fin, il faut bien faire société. Donc toutes les différences ne sont ni bonnes ni acceptables. Les différences qui vont donner éventuellement des droits particuliers, au moins à titre temporaire, ou etc., ça doit faire l'objet d'un débat politique. Mais pas a priori. La différence n'est pas une bonne chose et ne doit pas être reconnue a priori. Dans une démocratie, ça doit faire l'objet d'un débat et toutes les différences ne sont pas bonnes à promouvoir. Je vais me garder d'avoir un avis là-dessus, mais c'est que j'ai pas le temps. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on a effleuré, on se rend bien compte qu'il y avait encore plein de strates sur tous les sujets qu'on a abordés. Ce n'est pas du tout des sujets que nous, on est habitués à traiter. J'aimerais bien avoir l'avis du public sur est-ce que vous voulez plus de choses comme ça. Moi, ça me paraît passionnant. Mais nous, on est en terrain complètement... autant on maîtrise un peu des sujets, autant là, on n'est pas sur notre terrain. Donc peut-être vous avez dit des horreurs absolues et on ne s'en est pas rendu compte. Bon. La salle n'avait pas l'air d'être totalement... Donc ça devrait aller à peu près. Mais voilà, en tout cas, c'est des sujets vraiment importants pour amener un peu de... Pour voir un peu... Est-ce qu'avec un peu de méthode, on peut distinguer le vrai et le faux? Je vous laisse la parole une dernière fois pour dire un truc hyper important en moins de 30 secondes. Avec quelle idée importante ou quelle idée fausse corrigée les gens doivent repartir ce soir? J'aimais bien la question à quoi vous servez. Est-ce qu'il y a une utilité pour les enseignants, pour les chercheurs? Et je pense que
moi, j'ai l'impression que je pourrais pas travailler et faire des choses que je fais si je sens pas que ça va quand même avoir une contribution. Donc, c'est utopie, c'est idéaliste, mais ça va contribuer à améliorer ou au moins exposer certaines choses. Même si les gens qu'on aimerait que les gens qui vont faire de la politique, on aimerait bien qu'ils lisent. Donc, vraiment les policy makers, les gens qui fabriquent la politique d'un pays. Par contre, il y a vraiment une chose qui est intéressante, c'est qu'on a parlé des croyances ce soir, et je pense que peut-être le rôle qu'on peut jouer face à nos jeunes, qui sont effectivement vraiment inondés d'informations et de beaucoup de bullshit, je vais le dire. Ça veut dire caca de taureau, bullshit. Je pense qu'il faut... là, sur les croyances, on va pouvoir les armer. Et là, j'ai vraiment une conviction que nous, il faut qu'on soit vigilants, qu'on soit vraiment très proche de ce qui se passe dans la technologie en tant qu'enseignants. Si on est face aux jeunes qui sont, eux, des autochtones de cette technologie, il va falloir les armer pour pouvoir détecter que dans leur régime informationnel, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment mauvaises. Et où est-ce qu'il faut s'attarder, où est-ce qu'il faut faire attention. Donc, au niveau de l'esprit critique, c'est des nouvelles armes. Et il faut que nous, on soit armés, mais aussi on peut les aider à détecter leurs propres biais implicites, leurs propres croyances. Tout le monde en a. On est socialisé pour en avoir. Ça fait partie de notre évolution humaine. Mais ça devient de plus en plus important à détecter, à révéler tout ce qui est implicite en nous et tout ce que nous prenons comme allant de soi, donc tous ces préjugés qui peuvent résulter dans des pratiques discriminatoires de comportement. Donc, plus d'esprit critique. Voilà. Oui, on est d'accord, on est assez d'accord. L'idée, oui. L'idée, moi, que je voudrais mettre en avant, c'est de nous efforcer tous de lutter contre l'ethnocentrisme, et y compris l'ethnocentrisme géopolitique. C'est-à-dire que dans un monde dit globalisé, ouvert, l'ethnocentrisme, il n'a pas disparu. Simplement, il est beaucoup plus activé parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Et moi, je pense qu'il faut faire plusieurs constats. Trois constats. Premier constat... Vite alors. C'est très court. Premier constat, on est tous porteurs d'une vision du monde préférable, souhaitable. Un ancien candidat à la présidentielle aurait dit désirable. On est tous porteurs de ça, collectivement. Deuxième constat, cette vision, elle n'est pas universelle. Elle ne l'est pas et elle ne le sera pas. D'autres visions du monde, que d'autres personnes et d'autres populations trouvent tout aussi désirables que la nôtre, sont porteurs d'autres visions du monde. Mais à l'arrivée, il faut bien être conscient qu'il faudra bien trouver le moyen d'élaborer un terrain d'entente entre ces visions qui peuvent être contradictoires. Sinon, d'un côté, on aura la guerre civile et de l'autre, une conflagration internationale. Donc cette question de l'ethnocentrisme, elle est à mon avis vraiment fondamentale, et en particulier en matière géopolitique, c'est-à-dire en matière de production, de représentation du monde pour l'action, pour la décision, notamment politique. Elle est vraiment essentielle parce que si on en reste aux approches qu'on a aujourd'hui, eh ben on va observer, mais ce ne sera pas très surprenant, vu ce que je viens de dire, la montée des tensions. Voilà, le message est passé, je suppose. Je te remercie donc Ludovic Jeanne et Michel Mieli, c'est ça, qui nous ont fait le plaisir d'être là. Je pense que c'était intéressant, on peut les applaudir. Voilà. Je remercie Thibaut Renard, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui est un chef d'orchestre, qui était chef d'orchestre donc, de notre passage ici. Notre passage ici n'est pas fini. Demain, il y aura une table ronde à midi avec d'autres sceptiques, rationalistes, zététiciens, hygiène mentale, Ariane Beldi, Jean-Michel Abrassard et d'autres personnes. Et on aura plusieurs événements dans la journée, donc venez nous voir. Demain, on reste au Festival de géopolitique de Grenoble, puisque c'est une ville qui est sympa. Donc on est heureux d'être là. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Tu n'as pas beaucoup parlé ce soir. Et non, parce que j'ai dû switcher entre plein de réseaux sociaux différents, vu qu'il n'y avait pas de chat. Donc voilà, pour les événements publics comme ça, pensez-y, mettez des chats, c'est super intéressant pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Pensez à ceux qui n'ont pas l'argent de venir. Voilà. Donc on embrasse les gens qui étaient en direct ce soir, et les autres, on va mettre la vidéo sur la chaîne bientôt. Voilà, restez sceptiques, prenez soin de vous, et à bientôt.